Un endroit qui raconte l'histoire de la Côte d'Ivoire, le musée des civilisations, mémoire des traditions et des cultures ivoiriennes. Nous découvrirons objets d'art et instruments de musique traditionnels dans ce journal. Des étudiants sensibilisés à la non-violence, un concept qui favorise une formation de qualité dans nos universités. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Comment vivaient nos aïeux? Quels sont les ustensiles qu'ils utilisaient? Autant de questions qui peuvent trouver une réponse au musée des civilisations qui regorge de trésors, sauvegarde la mémoire collective des peuples de Côte d'Ivoire. Chaque année, ce sont des milliers de visiteurs qui vont s'imprégner de la civilisation ivoirienne. Cette année, le nombre de visiteurs a pratiquement doublé. Allons à la découverte de ce lieu hors du commun avec Dangui Dangui. Au cœur de la commune du Plateau, Abidjan, à l'ombre de ce fromager se cache l'âme de la culture ivoirienne, le musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Ici règne l'art dans tous ses états, dans tout son rayonnement. Un régal pour les yeux, une source d'inspiration pour l'esprit. Quand s'ouvre la porte de l'exposition Renaissance, le visiteur plonge dans la civilisation ivoirienne. Avec leur charge de témoignages, chaque objet a traversé le temps et l'espace jusqu'ici et inspire de l'émotion à ce groupe d'enfants. J'ai retenu que toutes les cultures de nos parents avant étaient représentées par des masques ou des statues comme celle-ci. On découvre de nouvelles choses, des choses qu'on ne connaissait pas avant. J'ai découvert ce tam-tam qui, lorsque la femme perd son bébé et qu'elle meurt, on fait sortir le tam-tam pour faire une cérémonie. On ne connaissait pas les faits passés de nos ancêtres. On a commencé à apprendre peu à peu. Avec beaucoup d'intérêt, ce couple écoute l'histoire cachée derrière cette chaise venue du pays Sénoufo. On a appris certaines choses dans les livres et aujourd'hui de visu, on vient matérialiser tous ces acquis-là. Nous ressourcer et puis repartir, reprendre le travail avec des ondes positives, avec un background encore plus établi. Aujourd'hui, toutes ces choses sont bien conservées et ça fait plaisir de venir découvrir cela. De 60 000 visiteurs en 2017, le musée des civilisations a déjà enregistré 120 000 visiteurs depuis le début de l'année 2018. Ce, malgré les difficultés. En dehors de l'État, du ministère de la Culture, on souhaiterait que des partenaires privés locaux nous accompagnent pour augmenter l'offre du musée. Vous voyez, aujourd'hui, les gens sont de plus en plus exigeants au niveau des besoins de découverte, des besoins d'études et de recherche. Et donc, nous avons besoin de plus de moyens. Pour Sylvie Kassi, le musée des civilisations de Côte d'Ivoire est une opportunité offerte aux Ivoiriens pour mieux se connaître. Ils ont intérêt à venir au musée parce qu'ils viennent là pour découvrir qui ils sont réellement. Je pense qu'aujourd'hui, le challenge qui est lancé à toutes les communautés, à tous les pays, à toutes les nations, c'est de se découvrir pour mieux offrir aux autres, puisqu'on parle de globalisation, de mondialisation. Si nous ne savons pas qui nous sommes, où nous irons et qu'est-ce que nous aurons à proposer aux autres. Créé en 1942 par l'administration coloniale, le musée des civilisations de Côte d'Ivoire a retrouvé une nouvelle jeunesse avec les Jeux de la francophonie organisés en Côte d'Ivoire en 2017. La non-violence, une attitude qui met en valeur la coopération, la justice et la solidarité. Moyen de résolution des conflits, la non-violence est aussi un outil de lutte sociale et politique. D'où l'intérêt d'une rencontre entre étudiants pour leur enseigner l'importance de la non-violence en milieu scolaire lors d'une conférence animée aujourd'hui par un sociologue à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Guillaume Zéré, Herman Yamie. Des actes de violence comme ceux-ci, on enregistre bien souvent sur les campus universitaires. La violence se déporte même parfois jusqu'à la porte des chambres. Moi, je vis en cité ici. Et j'ai été une fois victime même de vol. Ma voisine et moi, ils sont passés dans les bâtiments et ils nous ont volé. La violence en milieu estudiantin est un phénomène qui préoccupe la société ivoirienne tout entière. Les étudiants principaux mis en cause veulent cerner le phénomène pour tenter enfin de l'éradiquer. Alors, dans cet amphithéâtre, ceux du département de Bangoulou ont convié un sociologue
pour leur montrer le chemin à suivre. Les étudiants de Gouloplou Bangolo avons réfléchi pour dire qu'il est temps d'interpeller l'étudiant ivoirien à une prise de conscience parce que ces actions visent à un chaos. Voilà pourquoi nous sommes assis, pour qu'ensemble nous essayons d'étudier les conséquences de la violence dans le système éducatif ivoirien. Je demande aujourd'hui à la jeunesse d'avoir des modèles, des vrais référents, des gens qui ont fait les études ou l'école, qui ont un parcours solide, qui peuvent être ces référents pour les jeunes de demain. Je pense que c'est pour aujourd'hui, pour nos jeunesses, c'est de se dire qu'il y a encore de l'espoir au niveau de l'école. L'école encore offre des possibilités, mais c'est à elle de s'approprier les ressources que donne l'école. 2 heures d'échange pour situer les responsabilités. Les étudiants ont bien compris les enjeux du changement de comportement, mais à leur tour, interpellent les intellectuels, les éducateurs en particulier, à bien jouer aussi leur rôle de boussole. Nos douaniers, nos devanciers, nos enseignants même qui sont au devant ne résolvent pas nos problèmes. Au fait, ils nous regardent revendiquer et demain ils nous traitent de délinquants. Pourtant, nous sommes l'avenir de demain. Voilà, nous voulons que eux qui sont au devant nous aident auprès de nos autorités à résoudre nos problèmes qui sont énormes. Aujourd'hui, les étudiants de Bangolo, mais les jours à venir, les initiateurs entendent sillonner toute la Côte d'Ivoire pour faire le message de l'utilité de la non-violence en milieu estudiantin. Un challenge pour donner plus de crédibilité aux diplômes obtenus dans l'enseignement supérieur. L'entrepreneuriat, une alternative pour résorber le taux de chômage. Le taux de chômage qui dépasse les 70% en Côte d'Ivoire selon la BAD, pour permettre à des jeunes musulmans de mettre en avant leur savoir-faire et vivre de leur talent. Une ONG a organisé une collecte de fonds. L'idée, encourager la créativité et soutenir l'innovation. Moussangari Dangui. Le chiffre sur le taux de chômage en Côte d'Ivoire fait débat. Les autorités ivoiriennes l'estiment à 2,8% en janvier 2018. La Banque africaine de développement BAD l'évalue entre 70 et 90% sur la même période. Une chose est sûre, la question de l'emploi jeune est préoccupante. L'entrepreneuriat s'offre comme une solution à la problématique de l'insertion des jeunes. C'est tout le sens de ce gala de bienfaisance à l'intention des jeunes musulmans. L'être humain doit être de manière naturelle entrepreneur. Et notre religion, qui est une religion qui met l'accent sur le travail, nous dit que celui dont l'heure aura sonné pour lui, c'est-à-dire à quelques minutes de sa mort, s'il avait dans ses mains des graines, il devrait les s'aimer avant de rendre son souffle. Pour dire que le musulman doit produire même à la dernière seconde de sa vie. Tout le monde ne peut être embauché par l'État. Et si chacun entreprend un peu, cela va nous permettre d'atteindre un certain niveau de vie assez respectable pour nous-mêmes et pour les autres. Un gala pour collecter des fonds afin de venir en aide aux jeunes musulmans. Au-delà du divertissement, on voudrait quand même insérer les jeunes dans le tissu social. Donc pour cela, on les approche à travers ce qu'ils aiment d'abord. On essaie de les éduquer à aller dans le sentier de l'entrepreneuriat. Cette cérémonie fait suite à la finale de la 3e édition du Festival culturel islamique. Un festival qui a mis en exergue les jeunes talents musulmans dans les domaines de la mode, du chant, de la poésie, du théâtre et de la peinture. Le général à la retraite, Edouard Kassaraté, est décédé hier à Abidjan des suites d'un malaise cardiovasculaire à 68 ans. L'ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal avait été nommé début janvier vice-président du PDCI RDA, Herman Niamien. Ex-commandant supérieur de la gendarmerie nationale sous le régime de Laurent Gbagbo, le général à la retraite Edouard Kassaraté est décédé vendredi à Abidjan des suites d'un malaise cardiovasculaire. Selon des sources sécuritaires, l'ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale évacué dans une polyclinique d'Abidjan a succombé au malaise cardiovasculaire qu'il avait terrassé quelques heures plus tôt. Libre des obligations tant militaires que diplomatiques à la fin de sa mission d'ambassadeur au Sénégal de 2011 à 2017, le général Kassaraté s'était ouvertement engagé politiquement avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié, qu'il a nommé début janvier 2018 vice-président de son parti. Formé dans la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr en France, le général Kassaraté a occupé de hautes fonctions dans la Grande Muette ivoirienne, notamment au sein de la gendarmerie ivoirienne. Ainsi, il a été entre autres ex-commandant du peloton de gendarmerie de Democro, ex-commandant de l'escadron blindé de la gendarmerie ivoirienne,
ex-commandant militaire du palais présidentiel, avant d'occuper le poste de commandant supérieur de la gendarmerie ivoirienne de 2005 jusqu'à la fin de la crise post-électorale de 2011. Il a été l'un des officiers supérieurs ivoiriens avec les généraux Philippe Mangou, Brendou Mbia et Guiebi Point à témoigner à la Cour pénale internationale CPI dans le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Décédé à 68 ans, la Côte d'Ivoire paie ainsi l'un de ses illustres fils. Place à Le Petit Mondial. Bonsoir Boris. Boris est avec nous ce soir. Bonsoir Annie. La Belgique occupe la 3e place à ce mondial, Boris. La Belgique s'est imposée cet après-midi face à l'Angleterre dans le match pour la 3e place sur le score de 2-0 à Saint-Pétersbourg. Et c'est la plus belle performance des Belges depuis qu'ils sont en Coupe du Monde. 13 participations à la compétition et pour la première fois, la Belgique monte sur le podium. On se souvient que la meilleure place occupée par la Belgique, c'était en 1982, ils avaient été 4e. Et là, c'est une consécration pour cette génération de jeunes joueurs composée d'Eden Hazard, Thibaut Courtois, Moussa Dembélé, on peut citer qui encore, Alderweireld, Vincent Kompany. C'est une consécration pour ces jeunes-là de terminer 3e de cette compétition. Ok, Eden Hazard, vous l'avez mentionné tout à l'heure, a été élu homme du match contre l'Angleterre, en tout cas par la FIFA. Il a marqué le 2e but des Diables Rouges. C'est quelque chose de fréquent. Eden Hazard, il a terminé 3 fois meilleur buteur de match dans cette Coupe du Monde. Et aujourd'hui, il est vu par certains, dont Jamie Carragher, ancien défenseur de l'équipe nationale d'Angleterre, comme le meilleur joueur du tournoi. On va attendre le dénouement de cette Coupe du Monde pour savoir qui est le meilleur joueur. Mais il faut préciser qu'Eden Hazard a été impliqué sur 7 buts de l'équipe nationale de Belgique. Il a marqué 3 buts et il a délivré 4 passes décisives, de quoi faire de lui peut-être le meilleur joueur de cette compétition. Boris, demain c'est la finale. Comment l'entraîneur et le gardien de but français appréhendent ce match? On pourra dire que c'est la prudence côté français parce qu'on se souvient bien de la finale perdue à l'Euro face au Portugal en 2016, le Portugal de Cristiano Ronaldo. Les Français ne tombent pas dans un optimisme béat, ils sont prudents, ils travaillent en entraînement et ils attendent la Croatie de pied ferme. On va suivre maintenant Didier Deschamps et Hugo Lloris. Il y a 9 joueurs qui sont là aujourd'hui et qui étaient présents à l'Euro et qui savent très bien ce qui s'est passé et malheureusement comment ça s'est fini. Donc ce qui s'est passé il y a 2 ans doit nous servir par rapport à ce qui nous attend demain. Pour être honnête avec vous, on est dans notre bulle. Bien évidemment, on est au courant de ce qui se passe en France et encore plus avec les images que l'on a pu voir après le match face à la Belgique. Mais loin de là l'idée de notre côté de s'y croire déjà. Demain, il y a un adversaire de très grande qualité qui a autant de mérite que nous de se retrouver en finale. Cette équipe a démontré qu'elle avait des valeurs et des ressources physiques et mentales incroyables. Boris, du côté de la Croatie, Dalic, le sélectionneur et les 2 relayeurs, Luka Modric et Rakitic, sont prêts à jouer le match de leur vie. Même si c'est la première fois que la Croatie accède à la finale de la Coupe du Monde, il faut rappeler qu'en 1998, les Croates avaient perdu en demi-finale face à la France. Ils reviennent donc revanchards, malgré la fatigue. Ils attendent la France de pied ferme. On va écouter Rakitic, Modric et le sélectionneur Dalic. Je suis vraiment concentré sur les succès de mon équipe nationale. Évidemment, quand votre nom surgit dans ce contexte, c'est très agréable et c'est plaisant. Mais pour le moment, je ne me préoccupe pas de cela. Il y a 4,5 millions de joueurs sur le terrain. On va se soutenir les uns les autres. On aura de l'énergie. On sait que c'est le plus gros match de nos vies. Et on veut quitter le terrain la tête haute et pouvoir dire qu'on a tout donné. Victoire ou défaite demain, il y aura de toute façon un séisme en Croatie. Et cela nous apporte de la force et de la motivation.
Nos principaux éléments de motivation sont nos supporters et les concitoyens à la maison. J'espère qu'il y aura 4 millions de personnes dans les rues qui célébreront. Et peut-être même qu'ils dépasseront le Brésil ou l'Argentine en termes de fête. Boris, le dernier match du mondial, c'est donc demain. 64e match de cette Coupe du Monde, finale inédite. Qui aurait pu penser, rêver que la France aurait croisé la Croatie en cette finale de la 21e édition de la Coupe du Monde. Rendez-vous demain au stade, au Luzhniki Stadium, pour assister à cette confrontation entre les tricolores et les Valdrini. Ok, voilà, Croatie-France, c'est donc demain. Nous serons tous calés pour suivre ce match. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Portez-vous bien.